Bonsoir, ils sont deux Diagne, deux philosophes, deux écrivains, deux penseurs, deux comme un binôme sur le théâtre de la guerre spirituelle, mais qui osent affronter ce duo pour un face-à-face d'idées. Ils ont une force de construction massive. Ils opèrent sur plusieurs théâtres d'opération avec des munitions écrites comme verbales. Leur cible, la connaissance, leur ennemi, l'ignorance. Deux soldats de l'esprit dans belle ligne pour une conversation inédite dans le paysage littéraire sénégalais. Professeur Souleymane Bachir Diagne, professeur Mamoussé Diagne, dans un même plateau avec Papa Alioune Sarr qui va jouer tout simplement le rôle de passerelle. Professeur Mamoussé Diagne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis très content, très heureux d'avoir été invité par vous pour m'adresser aux Sénégalais sur un événement, à vrai dire, mondial, et qu'on ne saisit nous que par notre esprit et qui réussit à faire de nous un monde. Oui. À faire descendre ce monde ici. Et à en discuter surtout avec un jeune frère que je ne vois pas souvent, que je ne vois pas autant que je l'ai aimé. Ah oui? Oui, ce qui fait que ça augmente d'autant mon plaisir. Il se nomme professeur Souleymane Bachir Diagne, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Plaisir, immense plaisir de vous recevoir. Ah, tout le plaisir est pour moi. Je suis ravi de pouvoir m'adresser à travers votre chaîne à la classe intellectuelle sénégalaise. Je suis également heureux, plus qu'heureux, d'être ici à côté de mon grand frère Mamoussé pour parler des sujets importants que vous avez envisagés pour nous. C'est entre le maître et l'élève ou l'élève a dépassé son maître? Je jouais un peu dans les coulisses. Je reste éternellement son jeune frère. C'est lui qui m'a guidé, c'est mon mentor. Non, je dis que c'est par une sorte d'esprit d'humilité que Bachir le dit. Aujourd'hui, tout le monde connaît cet homme, tout le monde connaît sa dimension, où tout le monde devine par-delà cette humilité ce qu'il représente réellement pour notre pays. Et ça, j'en suis fier. Je suis content de l'assurer, je suis content de l'afficher et de l'afficher devant n'importe quel sujet. La conversation démarre déjà. Le principe est simple. Nous allons discuter autour des thématiques qui sont là, les thématiques. Et on va commencer par cette sorte d'injonction. Lis, professeur Souleymane Bachir Diagne, cette injonction qui figure dans le texte coranique et qui est adressée à un homme, le meilleur des hommes. Mais cette injonction, lis, est-elle universelle? Elle devrait l'être. Elle devrait être universelle. Vous avez raison de dire que c'est la première injonction qui a été adressée au meilleur des hommes par Dieu. Et il est intéressant d'ailleurs de voir que le mot qui lui correspond en arabe, l'injonction en arabe iqra, peut signifier lis ou récite, etc. En tout cas, c'est une injonction à aller chercher le savoir. Et il est heureux que cette injonction qui devrait être universelle ait été la première phrase, le premier mot du texte de la révélation coranique. Et cela nous confie à nous autres musulmans une responsabilité énorme qui est d'être ceux qui doivent toujours rechercher la parole de connaissance, la parole de sagesse et nous interroger toujours pour savoir si nous sommes véritablement dans cette direction-là. Mais elle traverse les religions. Elle traverse les religions. Elle traverse les religions parce que c'est précisément ça la définition d'être universel. C'est de se retrouver au bout du compte. Vous pouvez toujours trouver dans la Bible hébraïque ou dans les évangiles des correspondances. Et c'est cela la signification de l'universalité. Mais ici, dans le cas précis de l'islam, le fait que ça soit le tout premier mot et que donc l'attention ait été attirée de cette manière par Dieu sur les vertus de la connaissance, ceci est très important et ceci tranche, si vous voulez, avec les autres religions. Professeur Mamoussé Diagne, pourquoi lire? Ou professeur Souleymane Bachir Diagne aime bien ces questions. J'ai écouté lors de la leçon inaugurale à Lucas 2. Pourquoi pas lire?
Parce que on aurait pu donner d'autres injonctions à l'homme. Marche, fais telle ou telle chose. Mais c'est lire qui lui a été donné. C'est comme si le monde était un ensemble de signes dont il faut prendre connaissance. Et cela est vrai parce que prendre connaissance de quelque chose, c'est sortir de soi pour aller cueillir autre chose, l'amener à soi, le rendre, le conserver soigneusement, alors que celui à qui on s'adresse pour lui dire lire, en principe ne sait pas encore lire. Il ne sait pas encore lire et on lui donne un tel ordre. Alors ça veut dire c'est quelque chose de miraculeux. C'est comme cette puissance qui lui est donnée était véritablement apportée en même temps que lui, était la seule capacité qu'il ait eue au départ, la capacité de sortir de soi pour appréhender ces signes qui l'entourent, le monde. C'est cela qui fait que c'est à la fois quelque chose qui est singulier, mais qui est pluriel de toute manière, parce que ce qui l'entoure, c'est un ensemble de signes, et lui, un seul de ces signes, si l'on veut. Ce signe qui prendra en compte l'ensemble des signes pour les ramener à lui. C'est important. Professeur Mamsé Diagne parle tout à l'heure, il a utilisé un mot, la singularité. C'est une injonction qui s'adresse à l'humain, parce que le seul à avoir lire, est-ce que cette injonction-là l'élève? Cette injonction l'élève, parce qu'en définitive, cette injonction ne peut s'adresser qu'à la faculté la plus élevée en nous. Oui. La faculté qui fait précisément de nous des humains. Donner cette injonction à toute autre créature n'aurait pas de sens. Seul l'humain est en mesure de porter précisément ce qu'implique cette injonction de lire. Et d'ailleurs, on sait bien que l'injonction Iqra, oui, c'est la même racine que Coran. Ça veut dire c'est ce qui a donné, c'est le même mot. Et précisément, dans le texte, il est également dit qu'aucune autre créature ne peut porter le Coran, ne peut porter la mana, oui, que Dieu voulait faire descendre sur cette terre. Seul l'humain est en mesure de porter cela. Il est dit dans le Coran que si nous avions fait descendre le Coran, c'est-à-dire cette injonction, sur les montagnes les plus élevées, elle s'éparpillerait et tomberait foudroyée. Seul l'être humain peut recevoir cette injonction, et parce que précisément l'humain a le dépôt en lui, le dépôt divin, de ce qui lui permet, cette faculté précisément qui lui permet de recevoir une telle injonction. Donc est-ce qu'on peut dire par présomption que le contraire de l'humain, c'est de ne pas lire, par exemple? Mais oui, alors la conclusion qu'on peut en tirer, effectivement, c'est que la lecture, oui, est ce qui fait l'humanité de l'humain, de ce point de vue-là. Et donc, voilà, oui, ça fait une responsabilité, non? Absolument, parce que si lire convient à l'homme et à l'homme seul, ce qui lui confère et le met au sommet de cette hiérarchie de tout ce qui est créé, c'est ce qui lui permet également d'occuper seul véritablement le 6e jour de la création. Le 7e jour, excusez-moi. Dieu a créé le monde, mais il l'a créé en 6 jours en réalité. Il arrive qu'on dise en 7 jours, non, c'est en 6 jours. Mais le 7e jour est occupé par la créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Quand on se pose la question à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais c'est impossible. On se rend compte qu'il a créé un être capable de lire et de répéter ce que seul Dieu peut faire. Et c'est pour ça qu'il est sa carte d'identité. Il est son lieutenant
lieu tenant, comme l'écrivait Derrida en 2 termes, lieu tenant, celui qui tient lieu de. C'est parce qu'il tient lieu de qu'il est sauvé, parce qu'il tient lieu de qu'il peut faire ce que seul Dieu fait. Et donc, les autres sont disqualifiés par la même. Donc, vous êtes d'accord que la non-lecture ou ne pas lire peut être le contraire de l'humain? Absolument, c'est la distinction absolue. Oui. Ça, c'est la distinction absolument des autres créatures, parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est son représentant sur terre, et c'est bien pour cette raison-là qu'il peut lire ce que les autres ne peuvent pas faire. Ouvrir un livre est si simple et si compliqué, professeur Souleymane Bachir Diagne. Pourquoi? C'est simple d'ouvrir un livre, mais c'est compliqué également d'ouvrir un livre, surtout aujourd'hui dans une société de transmutation. Ben oui, parce qu'évidemment, il est toujours plus simple de prendre par exemple ces informations sur son téléphone plutôt que de lire. Parce que le geste d'ouvrir un livre, évidemment, est un geste simple, qui devrait être simple. Et il y a un travail. La raison pour laquelle la lecture est ce qui favorise chez nous la faculté la plus élevée en nous. D'abord, qui s'adresse à la faculté la plus élevée en nous, et en plus développe cette faculté, c'est que la lecture est un travail. Vous vous retrouvez devant des dessins de lettres, vous constituez à partir de ces dessins de lettres la signification de mots, vous accolez ces mots pour leur donner une signification, votre esprit travaille et transforme ce que vous êtes en train de voir en une signification. Il y a presque une sorte de spiritualisation de la matière écrite. Et ça, c'est du travail. Alors, à la différence de l'image, l'image, vous n'avez pas besoin de travailler. Vous êtes capté par l'image, elle porte sur elle-même sa signification est immédiatement là. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les images sont fascinantes pour les enfants. Et malheureusement, beaucoup de parents utilisent ces images de la télévision pour calmer leurs enfants. Vous les mettez devant la télévision, ils sont captivés par ces images-là. Avec ses conséquences. Avec ses conséquences. Je suis sûr que nos amis psychologues interdiraient ce genre de choses. Alors que la lecture, c'est un travail. On constitue du sens à partir d'éléments qui ne ressemblent absolument pas à ce qu'il signifie. Le mot ombre, écrit O-M-B-R-E, n'a rien à voir avec l'ombre. Et pourtant, en lisant O-M-B-R-E, j'évoque la signification ombre, je la construis, je travaille à faire émerger la signification ombre à partir d'éléments matériels qui n'ont rien à voir avec l'ombre. Tandis que l'ombre à la télévision, je vois l'ombre à la télévision. Voilà. Comment faire, professeur Mamoussé Diagne, pour que les livres nous captent, on capte les livres? Il a sorti un peu le mot captation. Il a sorti le mot captation et il a sorti le mot capter l'ombre, et il a dit qu'à un moment donné, l'ombre, on le voit. C'est avec les yeux que nous lisons, justement, en recomposant un sens qui n'est pas donné, qui ne sera jamais donné, mais qui sera toujours le résultat d'un travail. Ce travail se fait à partir du sens le plus noble, d'après Aristote, c'est avec l'œil, qui seul capte à distance, justement. Capte à distance et nous ramène ce sens-là que nous allons composer, que nous allons nous entortiller d'une manière ou d'une autre pour pouvoir lui donner une signification quand nous le joignons à d'autres choses qui ne ressemblent absolument pas, mais qui seules permettent d'avoir ce sens global. Et c'est bien pour ça que lire est merveilleux, et tant que les enfants commencent maintenant à parler, ils parlent avant de lire, ils finissent par ne plus savoir lire, hélas. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, le travail de dictée est le travail le plus compliqué, finalement, mes petits-enfants. Et d'ailleurs, qui tend vers l'élimination, vers son élimination, on essaie un peu. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, parce que... Ah non. Parce que ça simplifie non seulement les processus par lesquels se formait l'esprit, mais
en même temps, ça appauvrit finalement ce travail de construction, malheureusement, auquel était soumis l'enfant pour pouvoir se former. Je suis désolé, c'est un des processus, une fois de plus, par lesquels nous perdons quelque chose de plus important en nous. Lire également, professeur Souleymane Bachir Diagne, c'est s'ouvrir. S'ouvrir, surtout dans une autre langue, un thème qui vous passionne. C'est important. Absolument, absolument. Et ça, vous avez raison de le dire, je fais toujours l'éloge de la traduction. Parce que lire, c'est d'abord s'ouvrir à des mondes. Oui. Vous avez là, à l'intérieur d'un parallélépipède fini, vous avez la possibilité de vous évader dans d'autres mondes. Oui. Je vais d'ailleurs vous confier une chose, une des littératures que j'adore quand je suis en vacances, ou quand j'essaye de l'être, parce que j'ai du mal à être en vacances, c'est la science-fiction. Ah oui. Et ça vous transporte dans des mondes complètement différents. Et c'est au fond un ensemble fini de mots qui vous permettent de vivre dans des mondes autres. Mais alors ce que vous dites là aussi, c'est que lire, faire l'expérience de lire dans d'autres langues, Oui. de se déporter dans le monde que porte une langue. Parce qu'une langue, ce n'est pas simplement un outil de communication, c'est une certaine manière d'appréhender le réel. C'est un monde à soi. Et donc, passer d'une langue à l'autre, c'est faire l'expérience de deux mondes différents, de deux manières de dire. Quelqu'un comme Moussé ou comme moi, qui vivons entre plusieurs langues, il a parlé d'Aristote tout à l'heure, il le dirait en grec aussi, et puis il regarderait la traduction française, etc. On fait toujours cette expérience d'un décentrement, et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est la capacité de se décentrer, de mieux connaître sa langue propre, parce qu'on connaît une autre langue. Si vous ne connaissez que votre langue, vous ne la connaissez pas. Parce que vous n'avez aucun élément de comparaison. Vous ne vous rendez pas compte, par exemple, que la manière dont vous dites une chose dans votre langue est radicalement différente de la manière dont elle se dit dans une autre langue. Oui. Et quand vous avez cette capacité de vous décentrer, de passer d'une langue à l'autre, c'est véritablement un développement de l'intelligence qui se passe de ce point de vue-là, parce que c'est un développement de la capacité de se décentrer. Et c'est en cela que le bilinguisme, le multilinguisme est une bonne chose. C'est en cela qu'il faut avoir plus d'une langue, toujours plus d'une langue. Il parlait tout à l'heure de Derrida, c'est la devise de Derrida, c'est la définition que Derrida donne de la déconstruction. Plus d'une langue. Il y a toujours plus d'une langue, y compris d'ailleurs à l'intérieur d'une seule et même langue. Et c'est ça qui est important dans la traduction, ce que j'appelle dans mon travail penser de langue à langue. Oui. Voilà. C'est important. Et les langues locales dans tout cela, lire mon langue locale par exemple. Il vient de parler de ce dont je fais l'expérience tous les jours, à chaque instant, lorsque je veux m'amuser avec ma femme qui ne parle pas Wolof. Au bout de 40 ans, elle ne parle pas un Wolof net et clair. Et il m'arrive, pour pouvoir faire le détour de ce que je veux dire, de ce que je veux signifier à la maison, de m'adresser à un de mes petits-enfants en Wolof. Simplement, elle est perdue. Elle dit qu'est-ce que vous complotez. Le complot n'est qu'une manière de détourner finalement un objet, de le détourner à l'autre par l'intermédiaire de la seule langue. La puissance du langage vient de là. Parce que c'est se transporter et transporter un univers et faire en sorte que ça échappe à celui qui n'accède pas à la langue qui commande cet univers. Et c'est ce que Bachir fait sur le travail qui consiste dans la traduction, qui consiste à partir de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais, à faire ce va-et-vient régulier. Moi, c'est ce que je pratique tous les jours dans le vécu de ma maison, et je fais tout en réalité pour ne pas le faire cesser. Parce que nous avons comme voisins des professeurs d'université qui s'attestent à elle en français parce qu'ils savent qu'elle parle français. Et par facilité, simplement, elle suit, elle ne se tue pas à apprendre autrement le Wolof. Elle dit que le Wolof est trop compliqué, alors que lorsque elle s'adressait à son oncle Kizerou ou bien aux gens de sa tribu, simplement, c'était l'inverse. Et donc, voilà,
ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est déjà la plongée dans la diversité. Et nos langues locales, j'en parlais tout à l'heure. Comment lire nos langues locales? On ne l'apprend pas dans les classes, professeur Souleymane Bachir Diagne. Et risque d'en pâtir. On devrait. Il faudrait que les langues locales soient entrent dans nos apprentissages. On le sait, j'ai parlé tout à l'heure de nos psychologues. Les psychologues le disent aussi. Je crois qu'ils s'entendent là-dessus. Il est bon que les premiers apprentissages de l'enfant soient en continuité avec la langue qui est parlée à la maison. C'est déjà une chose importante. Mais cela étant dit, il ne faut pas, outre mesure, vous savez, insister sur l'idée qu'une langue est maternelle. Vous pouvez, les linguistes aujourd'hui préfèrent parler de la langue première, de la langue seconde, de la langue troisième, plutôt que de parler de langue maternelle. Pourquoi? Mais parce que, par exemple, je connais bien André-Marie et la famille de Moussé, et je suis sûr qu'elle comprend infiniment mieux le Wolof que ce qu'ils nous ont dit. Mais par exemple, les enfants, Wiki, etc., dira-t-on que leur langue maternelle c'est le Wolof? Oui et non, puisque la langue de leur mère n'est pas le Wolof, mais la langue première qu'ils parlent, c'est le Wolof. Voilà, je me permets de prendre cet exemple-là pour dire qu'il vaut mieux parler de langue première, de langue seconde. Si je prends mon propre exemple, d'une certaine façon, j'ai appris à peu près en même temps le Wolof, le français, le créole et le Diola. Simplement parce que j'ai grandi à Ziguinchor dans mes premiers âges, et Ziguinchor, la Casamance de manière générale, c'est un endroit justement où tout le monde fait l'expérience de ce que je disais tout à l'heure. C'est très rare de voir quelqu'un qui ne parle pas 2, 3 langues dans ces régions. Et ça donne un décentrement, ça développe des capacités intellectuelles très importantes. Ce n'est pas un hasard, je crois. Si les très bons résultats que l'on connaît dans nos différents examens mettent sur la sellette Ziguinchor, par exemple. Parce qu'il y a là une souplesse mentale qui se développe dès lors qu'on est capable de passer d'une langue à une autre. Et c'est une chose qu'il faut que nous cultivions, évidemment. Et la meilleure manière de le cultiver, c'est de faire en sorte que nous ayons un système éducatif construit sur le pluralisme linguistique. Une chose qu'il faut éviter, c'est des discours simplistes de gens qui vous disent si le système éducatif connaît des crises, c'est que ce n'est pas notre langue. Et donc, avec l'idée qu'il suffirait de changer de langue pour que les choses aillent mieux. Ça n'est pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. D'abord, la première chose, c'est de se rendre compte, et les choses peuvent évoluer évidemment, que cette langue qu'on dit étrangère, elle est tellement la langue de notre littérature la plus riche et qu'elle nous appartient. Elle est une langue d'Afrique comme les autres langues d'Afrique. Simplement, il faut également parler nos langues africaines, nos langues locales, non pas seulement les parler, mais en faire des outils d'instruction, enseigner dans ces langues-là, mais également enseigner en anglais. Parce que pour beaucoup de choses, nous avons plutôt besoin de l'anglais. Encore une fois, les situations linguistiques sont des situations évolutives. La configuration peut changer. Il peut arriver que dans 2 générations, 3 générations, telle ou telle langue disparaisse du continent africain. Mais pour l'instant, c'est ce pluralisme linguistique qu'il nous faut savoir gérer et dont il faut que nous fassions une véritable politique des langues. Et cet assaut contre la langue française, vous le comprenez? Je suis persuadé que chaque jour, des gens procèdent à des crimes en faisant en sorte d'éloigner les enfants de toutes les langues qu'ils peuvent apprendre, qu'ils ont à leur portée aujourd'hui, de l'énorme chance qu'ils ont d'être des bouches ouvertes à tous les mains, de leur interdire purement et simplement de parler Wolof même. Je ne parle pas du français, c'est encore loin, de parler du Wolof, très voisin. Alors c'est encore pire, je dis, parce que l'avenir appartient de toute manière à cette créature, à ce pluralisme des langues, des pensées que nous ne devons pas perdre, dont nous devons toujours retenir ce que nous pouvons en retenir. Parce que dans le futur, celui qui parle plusieurs langues, c'est celui qui est un pont. C'est un pont qu'il est
il peut se tourner vers celui-ci, vers celui-ci, vers celui-là. Il est capable de constituer une transition. Parce que parler une langue, ce n'est pas seulement la traduire, c'est penser à l'intérieur de cette langue. Et avoir des pensées, des systèmes de pensée différents, avoir des articulations différentes des pensées et arriver à les multiplier, c'est arriver finalement à parler mal chacune d'elles. Parler mal chacune d'elles, c'est parler en réalité comme il faut la totalité. Moi, je ne connais que le tout, finalement, et ce tout-là est multicolore. Exactement. Sans transition, nous allons passer à l'autre thème. Violence sans transition, parce qu'entre la lecture et la violence, une grande muraille de Chine. La violence, elle est partout, professeur Souleymane Bachir Diagne, même à l'hémicycle. Avez-vous ces vidéos? Malheureusement, je les ai vues. Et quelle réaction? Quelle a été votre première réaction? Ma première réaction, c'était de me dire, j'aurais souhaité qu'il y ait une fonction effacée, parce que vous savez, dans les ordinateurs, il y a des fonctions effacées, delete. J'aurais souhaité qu'il y ait une fonction effacée pour que je ne vois pas ce que j'ai vu. C'était quand même quelque chose d'assez ahurissant, malheureusement, et d'assez triste. Et ça traduit quoi? Quelle lecture? C'est une chose, ça dit quelque chose de notre société, malheureusement. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui ressemble, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cette histoire-là. Quand je venais d'arriver à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai été coopté, le Sud-Est faisait ça, le syndicat du Sud-Est, les nouveaux étaient cooptés pour aller représenter les enseignants à l'assemblée de faculté, la salle du conseil. Mais la salle du conseil m'impressionnait. Quand j'entrais dans la salle du conseil, si je demandais à prendre la parole, j'avais la voix qui tremblait parce que j'étais impressionné par cette salle du conseil. Je me disais, la salle du conseil, c'est la salle académique par excellence. Les plus grands professeurs se sont réunis ici et ont débattu de questions académiques importantes. Et pendant le cours de ma présence dans ce conseil de faculté, j'ai assisté un jour à une scène absolument incroyable. Un représentant d'étudiants a cassé une bouteille au coin d'une table et s'est mis à menacer un autre étudiant parce qu'il n'était pas d'accord. Et je me suis dit, voilà un lieu qui, moi, m'impressionne. Je suis professeur, j'étais à l'époque assistant ou quelque chose comme ça. Et ce jeune n'a aucun sens du caractère institutionnel de cette chose. Après tout, c'est une salle. Si vous ouvrez cette salle, ce sont des chaises et une table ronde. Ce n'est rien. Mais c'est toute une histoire. C'est une signification institutionnelle. Et ça, c'est essentiel. Nous ne nous rendons pas compte que la seule barrière entre nous et la jungle, entre nous et l'état de nature, ce sont les institutions. C'est la raison pour laquelle nous devons tenir aux institutions comme à la prunelle de nos yeux. Et dès lors que les institutions elles-mêmes, nous les traitons par-dessus la jambe, ou nous considérons qu'elles n'ont absolument aucune importance, évidemment, nous pouvons laisser libre cours à nos sentiments les pires. Parce que nous parlions tout à l'heure de la faculté la plus élevée en l'humain, et c'est peut-être ça la transition entre les deux thèmes. La faculté la plus élevée en l'humain, c'est la faculté qui mène l'humain à lire. Mais nous avons également un côté animal. Et ce côté animal, précisément, qui est tenu en bride par les institutions, dès lors que nous nous mettons à remettre en question les institutions à tout propos, il n'y a plus de digue particulière pour une violence. Et donc, j'ai repensé, moi, à cette scène que j'ai vécue. Là aussi, j'aurais préféré l'effacer de ma mémoire, lorsque j'ai regardé sur les écrans de télévision ce qui s'est passé à l'hémicycle. Qu'est-ce qu'elle cache, cette violence, à l'hémicycle, professeur Mamoussy Diagne? Elle cache quelque chose de très ancien qui est né avec l'homme même. La légende humaine commence avec ses deux frères, Caïn et Abel. Caïn apparaît trop tôt